Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte. Et on fournit, à côté d'une solution de dashboarding, des notebooks spécialisés pour l'analytics. Les notebooks, ça fait longtemps que ça existe en data science par exemple, mais on vient apporter plein de choses pour que les data analystes puissent répondre très vite à des questions business, et c'est ça qu'on apporte. Comment répondre très rapidement à une question business pour des data analystes. Tous les jours, je passe mon temps à dire non, il faut prendre des décisions basées sur la data. En fait, j'ai pas de data pour prendre ma décision. Du coup, c'est un peu contradictoire. Avoir cette foi inconditionnelle dans ce qu'on fait, dans l'équipe, pour essayer de déplacer des montagnes et d'avancer. Avant de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Alors aujourd'hui, je reçois Thibaut Colette, le CEO et cofondateur de Usprey, la startup qui propose un notebook pour les data analystes. Lancé en 2019, ils ont déjà de très beaux clients comme Encore Store, Malte ou Doctrine. Salut Thibaut, ça va ? Très bien et toi ? Enchanté. Ça va. Alors peut-être, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Ouais, bien sûr. Donc Thibaut, 30 ans, ça fait un peu moins de 2 ans maintenant que je monte Usprey. Avant ça, j'ai fait pas mal de produits. J'étais PM sur l'application mobile chez WeThings. WeThings, c'est des objets connectés pour la santé. Balance, tensiomètre, montre. Et du coup, mon job, c'était quelles données on affiche à ses utilisateurs. Et notamment dans le but de comment on les aide à atteindre leurs objectifs, que ce soit de perte de poids, de maintien de poids, de fréquence de prise de mesure de tension. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi à peu près. On s'est fait racheter, expérience un peu difficile en interne. Et ensuite, j'ai rejoint une toute petite startup BI. Je suis parti à San Francisco. Et le but, c'était dans Teams ou dans Slack, être capable de répondre à des questions data simples. Combien j'ai eu d'utilisateurs le mois dernier en Espagne ? Et notre but, c'était de dire, on est capable de répondre à ça très vite. On comprenait en NLP ce que ça voulait dire. On convertissait en SQL et on rendait le résultat. Long story short, je pense que ça fait partie des pires moyens d'accéder à de la data. Néanmoins, bonne expérience et du coup, voilà. Ok, donc maintenant, Usprey, est-ce que tu peux justement nous expliquer ce que propose Usprey, le produit ? Ouais, bien sûr. Grossièrement, si tu veux prendre des décisions basées sur de la data, il te faut du contexte. Sans contexte, tu prends pas vraiment de décisions basées sur la data. Et on a énormément, dans les derniers mois, dans les dernières années, des dashboards un peu partout qui fleurissent. Potentiellement, très souvent, beaucoup trop. Mais un dashboard, c'est bien si tout le monde a la connaissance du KPI qu'il est en train de regarder. À ce moment-là, ça a de la valeur et je suis capable de comprendre pourquoi ça augmente, pourquoi ça descend. Sur beaucoup de KPI, c'est pas le cas. Il n'y a pas cette connaissance qui est partagée. Et si je pose des questions très pointues, quel était l'impact de ma nouvelle campagne sur le churn, par exemple ? Alors, en fait, j'ai besoin de ce contexte-là pour aller faire des graphes particuliers, sortir des explications et du coup prendre la décision d'après. Est-ce que je continue ou est-ce que je change ? Et c'est tout ce contexte-là qu'on essaie de mettre en place dans Usprey. Et on fournit, à côté d'une solution de dashboarding, des notebooks spécialisés pour l'analytics. Les notebooks, ça fait longtemps que ça existe en data science, par exemple, mais on vient apporter plein de choses pour que les data analystes puissent répondre très vite à des questions business, et c'est ça qu'on apporte. Comment répondre très rapidement à une question business pour des data analystes. Peut-être en 2 mots, effectivement, pour ceux qui seraient pas familiers avec le terme notebook, comment tu le traduirais, le notebook ? C'est un petit peu le Word des développeurs ? Ouais, exactement. C'est un bébé entre Notion et presque une spreadsheet. Non, c'est... comment j'ai réussi à rédiger un document avec du texte, comme j'ai effectivement dans un Word ou dans un Notion, mais la cellule principale, c'est une cellule de SQL dans laquelle je peux aller requêter de l'information, ensuite tracer un graphe, et ensuite livrer tout ce document à un business user pour la prise de décision. Ok, donc pour faire simple, en fait, c'est un enchaînement de petits paragraphes qui donnent du contexte de texte, avec les requêtes que tu peux voir du coup écrites pour comprendre précisément quelle requête a été faite pour aller chercher telle donnée. En dessous, peut-être le camembert qui a été constitué grâce à cette requête, un peu de texte pour réexpliquer, et c'est comme ça un enchaînement. C'est exactement ça. Et du coup, tu as le flot de pensée d'un analyste, comment il est arrivé à cette conclusion, qui du coup back le truc. Et 2 choses très importantes qui nous permettent, dans les notebooks,
d'améliorer l'expérience d'un data analyst, d'améliorer la culture data dans une boîte. Un, tu as tout le temps le data lineage. Très souvent, genre, à l'heure actuelle, comment font les gens en ce moment? Ils exécutent ça dans un outil BI quelconque, ils font un screenshot de la data, ils le mettent dans un document Word dans lequel ils ajoutent les explications et le contexte autour. En fait, en faisant ça, t'as cassé le data lineage, potentiellement tu t'es trompé sur ta requête, et la personne qui te relit peut pas te dire « Ah, tu t'es trompé dans le screenshot, en fait, c'était pas exactement ça ». Premier point. Et deuxièmement, on permet un vrai truc qui est, dans 6 mois, si tu reviens, au même endroit, t'as le SQL qui t'a permis d'accéder à la data, les conclusions, et du coup, si tu veux retravailler sur un sujet qui est proche de churn, d'analyse d'impact, whatever, bah en fait, tu repars pas de zéro. Et ça, c'est un vrai plus dans la création d'une culture où à chaque fois, tu sais pas, ah, en fait, je repars de zéro. Tu peux réutiliser soit ton propre travail, en disant, ah, ça, je me rappelle, j'ai fait ça et tout. Mais aussi, un junior qui rentre dans l'équipe va prendre le travail de quelqu'un de senior et de dire, ah, il a d'abord travaillé sur ça, puis sur ça. Ok, je vais refaire la même chose dans mon analyse. Et c'est ça qu'on essaie de pousser absolument dans les boîtes. Et pareil pour expliquer le data lineage, en fait, c'est un peu cette capacité à identifier comment un graphe, par exemple, a été construit ou comment un KPI a été constitué, vraiment en ayant la requête sous les yeux, ce qui permet d'être sûr qu'on va pas, par exemple, comme tu dis, enfin que la personne s'est pas trompée si t'es en train de relire l'élément, Ouais. ou même quand tu la réutilises, bah, de repartir exactement sur la même formule et pas d'en faire une différente qui introduit ensuite des gaps, des écarts, et là, Ouais, c'est on connaît exactement tous ça. Et grossièrement, il y a une partie métadata dans le data lineage, quoi, c'est la métadata autour de la construction de la donnée. Et donc, sur une query particulière, ça peut être qui l'a exécuté, quand, très simplement, mais ensuite, tu peux remonter tout le data pipeline et quelle a été la transformation qui a été faite, quelle la description associée, mais aussi, du coup, tous les changements qu'il y a eu dans le passé et quelle est la source initiale. Et le data lineage, c'est cette explication si tu vois ce résultat là maintenant, bah en fait, ça a passé toute cette chaîne, toutes ces transformations-là, voilà les explications, et c'est ça la source initiale de la donnée. Et en termes de marché, du coup, c'est vachement intéressant. Donc, ça fait 2 ans, tu nous as dit que vous bossez sur ce produit. Est-ce que tu peux nous dire un peu, justement, quelle a été la réaction du marché? Enfin, quelles sont peut-être, entre guillemets, vos performances business, le nombre d'utilisateurs, de clients, où vous en êtes? Je sais pas si c'est une startup qui a demandé, par exemple, des levées de fonds pour se financer, ou si plutôt vous êtes dans un modèle bootstrapping qui est très en vogue en ce moment. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ça? Ouais, bien sûr. Du coup, dans l'expérience et sur ces 2 ans, quoi, il y a eu des hauts et des bas. On avait commencé avec un premier produit, qui était un peu un produit de rebond, l'expérience professionnelle qu'on avait eue avec mon associé, qui a pas forcément, très bien marché, mais qui nous a permis de parler avec énormément d'analystes et d'ajouter une deuxième partie, très forte qui était: «Ah, il manque ce contexte» et cetera et on l'a trouvé dans ce premier échec, quoi. Donc en fait, un échec, mais qui nous a permis d'en savoir plus. Et là, effectivement, depuis 1 an, absolument concentré sur cette partie, Analytics Notebook et comment on aide des personnes à répondre vite à des questions. Et effectivement, on a réussi, et on travaille avec, de belles boîtes ici à Paris. Donc, on a cité, Encore Store, Malte, il y a aussi, GoJob, LaserHub, donc même des boîtes Allemagne et un peu ailleurs. Grossièrement, le profil des boîtes, c'est des équipes data, qui ont du dashboarding, mais qui essaient de continuer à se professionnaliser, de se poser la question de quel est mon impact sur le reste de la boîte et comment je fais pour aider à répondre à des questions plus complexes au-delà du self-serve où c'est les business users dans leur coin qui répondent aux questions. Mais de plus en plus, on voit aussi des toutes petites boîtes, donc des équipes, des solo teams de data analystes ou des personnes qui sont deux, se poser la question aussi de comment je fais pour accumuler ma connaissance, la stocker, là où pour le moment c'est potentiellement découpé en plusieurs outils. Un côté j'ai des requêtes SQL, de l'autre j'ai des graphes, etc. Et comment on ramène ça à un seul et même endroit pour construire une base de connaissances. Pardon, j'ai pas répondu sur la partie bootstrapping versus fundraising. À ce stade, on est plutôt rentré dans la partie fundraising. La réponse est on a eu besoin, et je pense en data en général, un besoin quand même de construire un produit qui a une enveloppe assez forte, qui touche un scope qui est compliqué à mettre en place. Il y a des modèles open source sur lesquels on aurait pu aller. Les premiers clients qu'on a eus, nous demandaient des choses très vite, et finalement on est plutôt rentrer dans ce monde fundraising. Est-ce qu'on va y rester? Est-ce que assez vite on peut retomber à l'équilibre? Ça fait partie des questions qui sont ouvertes chez nous, quoi. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée en tant qu'entrepreneur dans la data? Dans la data spécifiquement, c'est
faites ce que je dis et pas ce que je fais, grossièrement, en fait, si t'entreprends, t'as très peu de data sur laquelle t'appuyer pour prendre des décisions. Alors que tous les jours, je passe mon temps à dire non, il faut prendre des décisions basées sur la data. En fait, j'ai pas de data pour prendre ma décision. Du coup, c'est un peu contradictoire, mais du coup, ça fait partie des premiers, des choses compliquées, je pense, en étant entrepreneur dans la data. Pareil, tu veux dire on va tester avec un data warehouse, mais en fait, au début, t'as pas de data warehouse perso, donc t'essaies de faire ton propre data warehouse, mais il y a quasi pas de data dedans. Enfin, il y a quand même un côté un petit peu difficile là-dessus. Le deuxième, c'est pour avoir des bêta-testeurs, c'est difficile. Il y a des vraies contraintes. Légales. Comment on rentre dans des entreprises et comment on rentre dans un workflow qui potentiellement est compliqué, qui a des gros volumes de données et donc du coup, il faut une qualité qui est suffisante. C'est pas comme lancer un produit B2C et je peux tester sur quelques utilisateurs. Je pense qu'il y a une vraie difficulté autour de ça pour lancer un bon produit en data. Et ensuite, un peu plus largement sur monter une boîte, je pense c'est un côté un peu solo au début où t'es toi-même mon associé et moi et puis après tu grossis, mais quand t'as l'habitude de travailler dans une grosse boîte, je pense que ça fait partie des choses qui sont particulières, difficiles quand tu montes ta boîte. Est-ce qu'il y a des spécificités liées au marché français, selon toi, qui expliquent pourquoi encore peu de startups émergent sur ce secteur versus aux US? Bien sûr, on a déjà quand même des belles boîtes comme OVH, Dataiku, Talend, et j'en oublie sûrement plein. Business Object, historiquement. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'entre ces grosses boîtes et là, une nouvelle vague, pendant un moment, on n'a pas forcément eu beaucoup de pépites dans le monde de la data, alors que c'est vrai que moi, à un moment, je passais pas mal de temps, par exemple, sur TechCrunch, qui est un peu le média qui référence les startups et notamment beaucoup aux US. Et là-bas, t'en avais pléthore, quoi, même, proportionnellement. Je pense que dans ce que j'ai dit juste avant, il y a une vraie question de... En fait, il faut une taille critique pour réussir à faire sortir un produit data. Du coup, il faut énormément de fonds, malgré tout, et de ressources qui étaient potentiellement plus présentes aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est en train de changer et assez vite. On a, je pense, pas mal de startups assez incroyables qui se montent à Paris en data en ce moment. Il y a énormément d'initiatives. DataGen, là, enfin, c'en est une incroyable. Le MDN aussi. Il y a plein de choses qui fleurissent dans cet écosystème. Donc je pense que c'est pour le mieux et qu'en tout cas, on est en train de prendre la bonne... S'il y avait un manque, on est en train de prendre la bonne direction. Et je l'expliquerai par des preuves de ça a marché ailleurs. Et donc, du coup, on arrive à répéter ce modèle en France, mais aussi des champions, et notamment, je pense, Criteo, qui a formé des milliers de personnes à la data et qui diffuse comme ça dans l'écosystème parisien et français en général des experts du domaine qui ont envie de réussir et qui sont en train de changer des choses, quoi. Ouais. Les équipes data de Criteo, c'est un peu une mafia en France. Il y en a déjà eu pas mal sur le podcast. Laurent, justement, de Criteo, ou Kemal, de Doctolib, et même Arnaud de Payfit à l'époque. Non, il y en a plein. Donc je rebondis sur un autre sujet, je sais qui te tient à cœur, c'est de considérer la data comme un produit. Tu peux nous en dire plus et nous expliquer comment Osprey se positionne vis-à-vis de ce concept? Donc je pense que c'est beaucoup lié à mon background perso et mon background en tant que product manager. Mais le product manager, c'est quoi son rôle? C'est de poser des questions à son persona, sa cible, essayer de comprendre leurs problèmes réellement, savoir comment les aider et essayer de trouver des solutions et shipper ces solutions. Donc il est pas tout seul, il travaille ensuite avec des ingés, des designers, plein de gens. Mais c'est grossièrement son scope, c'est comment on identifie le problème, est-ce qu'il y a un marché, et ensuite le shipper. Côté data analyst, je vois quelque chose qui est assez proche, mais pour une spécificité qui est celle de la data en interne, qui est genre de quoi les business users, les stakeholders autour de moi ont besoin, comment je vais répondre à ce problème et shipper des solutions à ce problème. Je pense qu'il y a deux types de solutions principales, c'est sur toutes les parties opérationnelles très court terme, comment je les aide à aller plus vite, des dashboards self-serve par exemple, genre du reverse ETL où ils ont les data points au bon endroit, ou comment je les aide à répondre à des questions où eux-mêmes auraient pas pu faire. Et donc là, c'est là-dessus où Osprey on essaie de se mettre sur des questions plus complexes. Comment moi, data analyst avec une expertise data, je peux aller cruncher des choses que quelqu'un d'autre aurait pas pu et être capable de faire avancer le business. Donc grossièrement, c'est le même process de je pose des questions, j'essaie de comprendre quel est le besoin et ensuite je ship une réponse. Et je fais un parallèle très fort et où du coup data analyst c'est un product manager. Et le user d'un product, en fait, c'est le business user, le stakeholder en interne. Et en fait, tu peux même aller plus loin. Tu peux aller te dire,
je suis data analyst, comment je fais pour prioriser les N sujets que les N personnes en face de moi me demandent. Mais en fait, tu peux essayer d'utiliser les mêmes frameworks de priorisation que pour un PM. Est-ce qu'il y a du risque à ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'il y a de l'impact? Whatever, poser des questions, potentiellement scorer et se dire, en fait, du coup, je vais d'abord traiter ça, puis je vais traiter ça, puis ça. Et vraiment avoir une approche de roadmap ensuite, et du coup une approche très produit de qu'est-ce qui va se passer, de qui j'ai besoin, qui sont les personnes que je dois faire rentrer potentiellement, est-ce que je dois faire de la communication en interne pour vendre mon propre produit, pour que les gens viennent utiliser mon dashboard, enfin plein de choses qui en final je trouve sont très très proches d'un scope de product manager. Ouais, et puis là, effectivement, on en parle à un niveau data analyst, mais tu peux l'élargir au niveau de toute une équipe data, parce que finalement, tu retrouves ensuite les mêmes problèmes les mêmes problèmes qu'une usine qui délivre des produits si tu remontes la chaîne. Et c'est rigolo parce que c'est un exemple que prenait Virginie dans l'épisode avec Jelly Smack qui est sorti juste la semaine dernière, où elle prenait l'image quand elle comparait la data à une paire de chaussures. Mais pas forcément, tu vois, pour parler des axes que toi t'as abordés, mais plus pour parler de l'axe de qualité. Elle disait, voilà, quand tu délivres une chaussure, t'as envie qu'elle soit confortable, qu'elle soit de qualité, qu'elle te permette de marcher, etc. Et si elle est trop grande, c'est bien pour les autres, mais toi tu t'en fous, ça t'intéresse pas, quoi. Tu vois, vraiment sur certains exemples concrets, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sur des métriques bien particulières, sur des KPI bien particulières, en fait, je suis responsable, moi, en tant que data analyst, de formaliser la définition d'une métrique, m'assurer que tout le monde dans la boîte utilise la même métrique, parce que sinon, en fait, c'est pas comparable. D'une réunion à l'autre, d'une décision à l'autre, chacun va faire sa petite tambouille. Et en fait, du coup, on aura des résultats qui sont faux, avec du coup, s'assurer et construire vraiment un produit autour des métriques. Et ensuite, c'est, sur une analyse, je sais pas, d'A/B test, par exemple, templatiser des rapports d'analyse pour s'assurer que d'une fois à l'autre, ce soit les mêmes résultats, les mêmes décisions. Et donc cette templatisation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un produit que le data analyst met à disposition de ses équipes. Et du coup, si on en revient à Usprey, donc votre produit, quels sont un peu les retours que tu as des data analysts en termes d'expérience dans l'usage de ton produit? Il y a un biais très fort, c'est qu'on leur promet aussi qu'ils vont travailler sur pouvoir faire des analyses. Quand tu parles à beaucoup de data analystes, très souvent être derrière un dashboard et shipper du dashboard, c'est pas forcément la partie du job qui leur plaît le plus. Et dans les choix qu'on leur propose, c'est de dire travaille très fortement sur les dashboards, productifie le Pareto, les 80%, et ensuite passe du temps à avoir des analyses à impact, et nous on t'aide à aller plus vite sur ces analyses à impact. On leur donne l'outil pour pouvoir le faire, et le faire mieux, plus vite, et c'est ça qu'ils viennent chercher. Et il y a ce biais de on te promet que tu vas passer du temps sur des choses intéressantes plutôt que sur simplement faire des dashboards qui par moment peut les limiter dans quel impact ils ont sur le business, leur jus de cerveau, à quoi il est utilisé. C'est une vraie partie de ce qu'on leur promet, et on fait des choses très simples aussi que les business users à la fin adorent et que du coup ils font remonter le long de la chaîne et que les data analysts du coup aiment voir et aiment entendre dire de la part des business users c'est cool. C'est quelque chose de très très bête, mais en haut de chaque notebook on met une section business goal et takeaways que tu peux pas bouger, elles sont tout le temps là au même endroit, et en fait ça permet de lire très vite un rapport et de dire quand est-ce que je l'ai fait, pourquoi, c'était quoi les résultats, et de pouvoir parcourir comme ça assez vite l'historique. Et les business users aiment la clarté de ces choses-là, et les data analysts du coup se disent en fait si mes business users sont contents et j'ai eu de l'impact chez eux, alors c'est un outil que je dois utiliser. Oui, ça templatise aussi d'une certaine manière la documentation des analyses, ça... C'est exact. C'est un référentiel de lecture très fort, et potentiellement, j'ai un rapport d'A/B test avec un business goal, un takeaways, je peux le dupliquer pour changer le test que je suis en train de faire. Pour autant, la lecture de la conclusion, c'est la même, au même niveau, c'est comparable, et du coup, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, je suis capable de dire ça marche pas, et de prendre ma décision. Il y a peut-être des analystes qui nous écoutent, tu vois, qui sont curieux de découvrir ce produit ou de le tester. Enfin, je pense que ce serait vachement cool. Et puis, je suppose que tu es toujours preneur de retours et d'avoir du feedback d'analyse de la communauté. Donc, est-ce que tu proposes, par exemple, je sais pas moi, une version d'essai qui permet à des analystes de se faire la main, peut-être de faire une analyse pour voir si ça leur est utile, ou est-ce que il faut absolument que le produit soit implémenté au sein de l'entreprise auparavant?
Non, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus simple possible, bien évidemment. Du coup, et on a 2 plans. On a un plan gratuit pour des toutes petites équipes, et un plan payant pour une partie collaboration et une partie en équipe un peu plus grosse. Mais grossièrement, le principe pour tester est super simple. Je clique sur sign up. Nous, de l'autre côté, on propose 2 choix, soit de connecter sa base de données, soit on propose quelques bases de données de samples pour tester une analyse. Et ensuite, on ouvre un notebook et on commence à tester. Il y a des boîtes, en moins de 5 minutes, ont déjà les accès, ont déjà testé. On a travaillé sur toute la partie sécurité pour que ce soit facile aussi de leur côté de faire ce choix et de prendre la décision de tester. Donc non, assez facile de tester, et avec plaisir du coup, si des data analystes dans l'audience veulent essayer, bien sûr avec plaisir. Ok, trop cool. Bah écoute, on mettra le lien dans la description, et puis voilà, on verra si ça en intéresse certains. Thibaut, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ouais, alors la première, j'aime beaucoup la newsletter qui est faite par Chartmogul, qui donne plein de benchmarks SaaS, plein de data et principalement sur B2B SaaS. Donc moi, ça m'intéresse en tant que créateur d'entreprise, mais je pense que dans pas mal d'entreprises, en tant que data analyst et expert data, pour savoir comment ça se passe, comment les autres utilisent la data, je la trouve assez intéressante. Plus côté entrepreneuriat, de Même Test, qui est un livre absolument incroyable pour essayer de déchiffrer ce que les premiers utilisateurs te disent sur ton produit, et le sous-jacent et ce qu'ils disent, c'est que en général ils te mentent, et donc du coup il faut essayer de trouver est-ce que ce qu'on te dit c'est vraiment vrai, est-ce que les gens vont vraiment s'en servir, ou est-ce qu'ils disent ça pour te faire plaisir. Et après celui que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la biographie de Jean-Baptiste Rudel de Criteo. On m'avait dit que c'était impossible, je crois, et où grossièrement, un jour il dit je vais au travail, je comprends pas pourquoi je retourne au travail, je pose ma dème dans la journée parce que j'ai envie de monter ma boîte. Personnellement, moi, ça a été le nudge qui m'a fait me lancer et y aller, quoi. Donc aussi petit conseil si jamais il y en a qui sont sur une phase d'hésitation. Ouais, effectivement, il est excellent. Je l'ai lu aussi. Son histoire est assez incroyable. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Je suis quelqu'un de très rationnel, et en fait, j'aime ce côté rationnel de la data objectif. Je trouve que c'est assez rassurant de se dire quand je prends ma décision, j'ai en face de moi des sous-jacents sur lesquels je peux m'appuyer pour me dire que je suis en train de prendre la bonne décision. J'aime vraiment ce côté rassurant qui me permet de me dire je vais dans la bonne direction, et aussi donc 2 choses. Dans la data, c'est soit ça te permet de te dire que tu vas dans la bonne direction, mais ça permet aussi de prioriser les sujets sur lesquels tu vas travailler, ceux qui vont avoir le plus d'impact. Et c'est ces 2 choses-là que je trouve assez intéressant quand tu travailles au quotidien, pour te dire je travaille sur les bons sujets, j'ai fait les meilleures décisions au sein de ces sujets pour avancer plus vite. Et donc j'aime ce côté rassurant de j'ai pas l'impression d'être tout seul à prendre ma décision, j'ai l'impression de la prendre en connaissance de cause, et avec une sorte de stabilité, un socle qui me dit non, c'est bon, tu peux y aller. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Je sais pas si c'est cliché si je réponds les autres. J'ai l'impression que c'est l'écosystème. Quand il y a du monde autour de moi, des compétences différentes autour de moi, j'ai l'impression que c'est le moment où je m'épanouis le plus. C'est pour ça que je monte une boîte aussi, quoi, pour me dire au quotidien, je vais travailler avec des gens en market, des gens en sales, des gens en ops, des gens en data. Et c'est de ça dont j'essaie de m'inspirer, d'aller chercher les meilleures pratiques dans chacun des métiers qui au final soit sont différents, mais en fait il y a plein de choses à aller chercher à gauche, à droite, et je pense que d'accepter tout ça, d'essayer de lire et de comprendre comment eux fonctionnent, je pense que c'est assez valorisant et épanouissant, et c'est ça qui fait progresser. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je sais pas exactement conseil, enfin on te donne beaucoup de conseils quand t'es entrepreneur, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, ça marche pas, ça marche. Et après, à chaque fois, tu essaies de le ramener à ton propre use case et tu te poses la question, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Le truc, et c'est pas un conseil, mais c'est plutôt, je l'ai vu fonctionner, je vais essayer de l'appliquer au mieux dans ma boîte, je suis parti de chez WeThings au moment où c'était la période Nokia, mais pendant ma période de préavis et juste avant de partir, Eric Rel, le fondateur, est revenu. Il est revenu avec des discours très forts sur la foi qu'il avait en l'équipe, dans le marché, mais aussi et surtout dans l'équipe qui était là. Et c'est des choses qui m'ont un peu touché, de à quel point il croyait en l'équipe, à quel point il croyait au projet, à tel point qu'il a décidé de racheter la boîte, de revenir et de relancer le projet. Et c'est pas un conseil, mais en tout cas, j'essaie d'appliquer ça au quotidien, quoi. Avoir cette foi inconditionnelle dans ce qu'on fait, dans l'équipe, pour essayer de déplacer des montagnes et d'avancer, quoi. Bah écoute Thibaut, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir, très, très sympa. Et à bientôt. Ouais, à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast ? C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Merci et à bientôt.